Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Sylvie Benzoni, la directrice de l'Institut Henri Poincaré. C'est à ce titre que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Donc, une conférence ouverte à tout public et qui se situe dans le cadre du trimestre thématique qui a lieu actuellement à l'Institut autour des mathématiques de l'imagerie. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir Jean-Michel Morel, qui est un des spécialistes mondiaux de l'analyse et du traitement d'images, qui va vous parler de beaucoup de choses apparemment, et vous avez un titre assez long en haut que vous avez pu voir lorsque vous êtes inscrit. Et voilà, donc je le remercie pour cette conférence et je vous souhaite de passer un bon moment avec nous. Merci. Bien, oui, donc merci beaucoup d'être venu assister à cette conférence. I will first say a few words in English for the attendance of the trimester. This conference is for the French, in French. Even the slides had to be written in French. But in fact, I translated some of the slides, but at the end I got tired. So I apologize to the French, but at some point, the slides will move a bit onto English. Okay, so anyway, if you don't catch my French, you just look at the images or do what you wish. Donc merci. Donc je vais essayer de... On m'a donné 1h30, mais ça me paraît exagéré. Je pense qu'il faut compter, il faut être raisonnable. Il faut compter une petite heure. Et vos signes d'impatience me guideront. Donc d'autre part, n'hésitez pas à m'interrompre, puisque c'est une conférence grand public, donc ce qui veut dire qu'il faut de l'agitation, du happening. Alors, ce dont je vais parler, c'est du traitement d'image un peu en général, mais disons en le reliant aux mathématiques et en étant quand même motographique, c'est-à-dire en traitant un problème de traitement d'image qui se trouve être un problème récurrent, basique, qui est le problème du débruitage d'image et qui a l'intérêt d'une manière ou d'une autre, on y revient toujours. C'est le problème. C'est comme la diagonalisation des matrices pour les matrices. Si vous laissez quelque chose qui vous retombe toujours dessus comme un problème assez inévitable. Alors, les images digitales n'ont pas toujours existé. Beaucoup d'entre nous sont nés quand elles n'existaient pas. Elles existent à peu près depuis, pour le grand public, en tout cas, elles existent depuis moins de 40 ans. C'est un objet qui est nouveau pour nous, qui a été soumis à notre perspicacité en tant que mathématicien, parce qu'à partir du moment où l'image est numérique et où n'importe qui peut avoir des images, eh bien n'importe qui peut les traiter, les analyser, et donc ceci rentre dans le cadre général de ce que les gens appellent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comprendre notre perception des images et donc donc comprendre peut-être aussi leur structure. Alors, même si c'est un peu remonté un peu trop dans le passé, la question dont je vais parler aujourd'hui, et la question du débruitage d'images, remonte au moins à 1949, avec les articles, le fameux traité de Claude Elwood Shannon, The Mathematical Theory of Communication. Et donc, c'est cette espèce de schéma qui est la première figure de son livre, et c'est le schéma général de la communication. C'est-à-dire une source d'information, un transmetteur, le signal passe. Entre les deux, il y a des vaches, puisqu'en fait, Shannon, quand dans son enfance, faisait des expériences sur des lignes électriques qui séparaient des champs où il y avait des vaches. Donc le bruit, imaginez des vaches qui donnent des coups sur le signal, la réception et finalement l'interprétation ici. Alors comme Shannon faisait du morse, il était habitué à débruiter des phrases comme celle-ci. Il avait donc empiriquement découvert qu'on pouvait communiquer dans le bruit de manière sûre, en quelque sorte, jusqu'à une certaine limite qui, pour l'anglais, était à 1 lettre sur 2. Donc là, par exemple, j'ai enlevé presque 1 lettre sur 2, un peu moins, dans cette phrase. Et bon, peut-être que vous arrivez à la lire. Vous arrivez à la lire? Oui? Bon, ben voilà. Donc ensuite,
disons, ce qui est frappant dans l'histoire de Shannon, c'est que c'est un jeune mathématicien qui a été, c'est une première expérience du type qui a été, elle s'est reproduite plusieurs fois dans l'histoire des relations entre mathématiciens et traitement du signal de l'image. C'est de jeter des mathématiciens dans l'arène du traitement du signal et de l'image avec beaucoup de succès. Dans ce cas-là, le succès a été extraordinaire puisque Shannon a jeté toutes les bases de la théorie de l'information, et y compris de l'usage de l'analyse de Fourier pour le traitement du signal. Lui s'occupait de voix, évidemment pas d'image. À l'époque de Shannon, il n'y avait pas d'image digitale. Alors, donc, quels sont les... Donc, en fait, donc, on peut dire pratiquement que donc, les images ont couché avec tout le monde du point de vue des théories mathématiques. C'est-à-dire que donc, à peu près chaque fois qu'il y avait une nouvelle théorie, disons, parfois on s'inspirait des images pour la théorie, parfois, disons, les théories ont été plaquées. Toutes les théories mathématiques, disons, qui traitent de représenter les fonctions ou de traiter les fonctions ont été mises en jeu. Donc des théories, d'abord l'analyse de Fourier qui préexistait et que Shannon et Wiener ont vraiment relié au signal. Ensuite, l'analyse en ondelettes qui, elle, directement s'est inspirée de l'analyse d'image. Les décompositions parcimonieuses. Et d'une manière générale, donc la découverte, des découvertes empiriques sous-jacentes à l'utilisation de ces théories, qui sont que les images ont une structure et que les théories mathématiques nous permettent de formuler cette structure. En particulier, donc, par exemple, dans le cas des bases orthogonales, dans l'idée de décomposer une image dans une base orthogonale, il y a l'idée de la parcimonie, c'est que, pour une raison qu'au fond, rien n'explique directement, mais les images sont en général ont très peu de coefficients non nuls dans beaucoup de bases orthogonales. Et donc, on peut utiliser ce fait-là pour décoder, si on peut dire, les sons de cloche des vaches qui interfèrent, et parce qu'on peut retrouver exactement le signal caché. Ensuite, donc, il y a aussi les espaces fonctionnels. Les espaces fonctionnels, donc fonctions à variation bornée, espace de Bazov, etc. Plus récemment, les méthodes non locales, qui sont une forme de régularité qui déjà est une prémisse d'intelligence artificielle. En tout cas, tous ces modèles sont des modèles de régularité. C'est-à-dire l'image se définit par une forme de régularité qui ferait qu'on la distinguerait du bruit et que donc on pourrait effectivement la décoder même en présence de bruit. Alors, néanmoins, il y a un élément nouveau depuis 2-3 ans et qui bouleverse tout, ce qui est heureux, parce qu'on finissait par s'ennuyer. Une théorie mathématique tous les 10 ans, comme ça on se fatigue. Donc c'est les algorithmes neuronaux. Alors en 2016, je date approximativement, c'est peut-être même un petit peu avant, les algorithmes neuronaux ont commencé à surpasser les algorithmes humains de débruitage dérivés de ces modèles mathématiques de régularité. Donc d'un coup, on passe à... Bon, on a un grand coup de balai théorique, puisque bon... D'un certain point de vue, on n'a plus besoin de théorie. Donc, c'est quand même... Bon, on a toujours besoin de théorie, on en fera ailleurs, mais disons, en tout cas, il y a là un grand coup de balai. Et donc, on n'a plus besoin de faire des hypothèses mathématiques sur la structure de l'image. Ce qu'on fait avec des réseaux de neurones, c'est directement, on approxime l'opérateur de débruitage directement à partir d'une énorme masse d'images. Donc on fait une chose qui me rappelle de mes premiers cours de théorie des ensembles. Quand j'étais à l'école primaire, on nous disait que les ensembles pouvaient être intensifs ou extensifs. Un ensemble intensif, c'est un ensemble qui était décrit par une propriété, par exemple être un entier. Et un ensemble extensif, c'était vous les numériez. Vous disiez, voilà, c'est les listes à la Prévert. Voilà, un ensemble peut être une longue liste. Donc, en fait, là, on est dans la même situation que la théorie des opérateurs. Vous pouvez donner un opérateur par une formule. À ce moment-là, bon, vous faites de la théorie, vous essayez de démontrer les propriétés, et puis d'un coup, bon, si quelqu'un renverse la table et dit qu'il peut vous décrire l'opérateur entièrement en donnant tous les exemples, eh bien, une chose qui paraissait folle devient vraie, et vous pouvez donc approximer l'opérateur directement, juste à part les exemples, sans avoir aucun besoin de réfléchir. Bon, ben, nous en sommes un petit peu là. Et donc, néanmoins, disons, je ne vais pas baisser complètement pavillon, il se trouve qu'il y a énormément de choses intéressantes à dire sur l'interaction entre ce qu'on peut appeler les algorithmes humains et les algorithmes
et les algorithmes basés sur des théories mathématiques de la structure. Et il se trouve que dans le cas du débruitage d'images, les humains étaient à peu près arrivés, je pense, presque à l'optimum. Donc les algorithmes d'intelligence artificielle ne font pas beaucoup, beaucoup mieux. Je vous montrerai des exemples pour comparer. Vous verrez qu'il n'y a pas une telle différence. Et quand je voulais expliquer ça à des étudiants là, au début d'année, je me suis mis à chercher sur Internet. Je me suis dit, je vais leur montrer ce que c'est qu'une flèche au néolithique et ce que c'est qu'une flèche en bronze pour qu'ils réalisent que deux technologies différentes quand même et conduisent à peu près aux mêmes formes et qu'il est intéressant de les comparer. Et à ce moment-là, j'ai réalisé en cherchant qu'en réalité, l'âge de bronze qu'on appelle ancien a coïncidé pendant très longtemps avec de la fabrication de flèches en pierre. Donc deux technologies peuvent en fait coexister longtemps, même si l'une est censée remplacer l'autre. Je pense que maintenant, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on sait probablement encore à peu près faire ça, mais je pense que ça, il faudrait... je ne sais pas s'il est possible, même imaginable, de trouver quelqu'un qui, dans toute une vie, réussirait à retrouver l'art et les techniques pour tailler une flèche d'obsidienne comme ça. Probablement pas, parce qu'en fait, il y a on ne voit que l'objet final, on ne voit pas du tout comment il a bien pu être fabriqué, en réalité. Donc, d'abord, je vais juste rappeler le problème, hein, si vous permettez. Donc, le problème, c'est d'abord la formation d'image. La formation d'image, c'est ce schéma que tout le monde connaît bien, qui est le schéma qu'on appelle camera oscura, qui était réalisé comme un appareil pratique au XVIe siècle par les peintres, et qui permet donc d'avoir une représentation exacte du monde sous forme juste renversée, à moins qu'on mette un miroir. Donc on fait un petit trou dans une pièce obscure, et on voit l'image reflétée donc, du côté opposé, inversé. Et donc quand un appareil digital comme ce réflexe-là fait exactement la même chose, sauf qu'il y a un dispositif optique qui remplace le petit trou, mais qui lui aussi focalise les rayons de lumière et les fait passer aussi par un point. Et donc le résultat, c'est qu'il y a une formation d'image sur une plaque de CCD qui est à l'arrière, et c'est pour ça qu'on obtient des images digitales, des images qui sont en fait juste des comptes photons, donc il s'agit d'appareils de mesure, littéralement. Et comme il s'agit de mesure, donc comme il s'agit de comptage de photons, il s'agit d'un phénomène quantique. On ne mesure pas une couleur qui serait une valeur exacte, on compte des photons émis par des points de l'espace, et c'est pour cette raison que ce décompte est bruité, c'est-à-dire que c'est tout simplement une variable aléatoire. Donc en réalité, l'image qui arrive dans votre caméra, il y a quelque chose qui est un peu comme ça, qui est cet aspect sablé, parce que en chaque point, même si ce dé avait une couleur uniforme, même si le fond avait une couleur uniforme, eh bien l'émission photonique est aléatoire, chaque point émet, et le temps d'exposition étant bref, on reçoit donc quelque chose qui est fondamentalement bruité. Alors on peut avoir une image nette et propre si on expose très longtemps. La première photo qui a été prise a été par Nicéphore Nips, ça a été exposé, je crois, pendant pratiquement toute une journée. Hein. Donc sans aller jusque-là, donc si vous accumulez seulement longtemps, vous aurez une image plus nette, mais ça demande un dispositif spécial, puisqu'il faut en plus que rien ne bouge, sinon votre image va devenir floue. Et en tout cas, donc, disons typiquement, le problème du débruitage, c'est de passer d'ici à ici sans effort. Enfin, par des algorithmes mathématiques et sans avoir besoin donc d'un effort spécial d'exposition. C'est-à-dire, en gros, le dilemme, c'est très faible temps d'exposition, peu de photons, beaucoup de bruit, et avoir néanmoins une image le plus sans bruit possible. Alors le bruit se définit juste comme la différence entre donc l'image idéale, qui est l'espérance mathématique, et l'image qui est juste une observation. Alors, pour voir un peu ce que veut dire ce problème, on peut le dire justement comme ça, si vous avez une variable aléatoire, et vous la mesurez une seule fois. Bon, par exemple, vous avez une pièce, vous la tirez une seule fois, elle donne pile, et vous devez déduire la probabilité que ce soit pile ou face pour cette pièce-là. Voilà. Donc, c'est absurde. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là qu'intervient évidemment
la pensée de Shannon. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, contrairement à une série de pile ou face, on va avoir dans le message reçu une certaine redondance. C'est pour ça que vous avez pu lire la phrase de Shannon tout à l'heure, bien qu'elle était bruitée. C'est parce que si vous avez montré une seule des lettres, vous n'auriez pas pu la reconstituer, bien sûr, ou bien elle était juste bien fausse, mais il y a une redondance dans le signal, une redondance dans les images. Donc en fait, de manière routinière, toutes les images digitales que nous voyons de nos jours sont, donc toutes celles qui sortent de nos caméras, de nos caméraphones, sont, je dirais, débruitées sauvagement. Et si on ne le faisait pas, voilà, donc je dois cette expérience à DxOLab, qui ont manipulé un peu une caméra pour montrer ça. Et voilà ce qui sortirait d'une caméra si vous ne la débruitiez pas. Une photo de nuit, hein. Et voici ce que la caméra réellement donne. Donc je alterne entre les deux. Donc, eh bien, en gros, ça veut dire que partant d'ici, vous avez des valeurs aléatoires partout extrêmement comme fluctuantes. Et de ces valeurs, vous réussissez effectivement à retrouver, eh bien, on pourrait dire entre guillemets, la vraie valeur ou une valeur meilleure. Ce n'est pas que l'image finale soit non plus fantastique, mais enfin quand même, on a quand même éliminé énormément de cette espèce de grain très moche qui apparaissait là. Alors, donc là, avant de montrer mon plan, donc je vais montrer un peu quelques-uns des héros du débruitage. Alors, pourquoi je montre ça? C'est juste pour dire que ce problème du débruitage, bon, c'est bien de le montrer ici, parce que, curieusement, bon, vous savez, il y a un prix il y a l'espèce de prix Nobel, si on peut dire, des mathématiques appliquées, c'est le prix Gauss, qui est donné tous les 4 ans. Eh bien, si vous regardez le prix Gauss, donc les 3 derniers prix Gauss, 2010, 2014, 2018, c'est quand même une coïncidence assez troublante de voir qu'à chaque fois, ils ont été donnés à des gens qui ont contribué directement au traitement d'images, en particulier au débruitage, et pour lesquels, d'ailleurs, ça a été tout à fait explicitement dit que c'était une des raisons pour lesquelles le prix leur a été donné. Donc Yves Meyer, découvert des ondelettes orthogonales qui sont utilisées maintenant dans tous les iPhones, qui utilisent la compression par ondelette, hein. Les Stanley Osher, donc qui a inventé beaucoup de méthodes de débruitage et de déflouage par méthode variationnelle, et David Donoho qui avait formalisé en fait justement le débruitage par seuillage en ondelettes dans des espaces fonctionnels. Alors, est-ce que ces théories sont obsolètes? Disons qu'elles vont peut-être changer un peu d'écologie, quoi. En tout cas, pour le débruitage d'images, probablement elles le sont déjà, sauf dans des cas un peu particuliers. Enfin, après, il faut discuter un peu où et quand, mais peu importe. Donc, ce qui était important de voir, c'est que c'est une sorte de progression dans la compréhension. Et alors, donc, je vais sauter parce que je pense que c'est trop tôt pour vous discuter ça. Je montre là juste une image bruitée, et quelques théories successives qu'on va réviser maintenant, qui vont nous donner une idée un peu plus précise de comment on peut progresser donc, dans le comment on a progressé dans le débruitage d'images. Alors, je vais traiter donc les 5 choses que j'ai un petit peu annoncées. Je vais parler d'abord d'un débruitage qu'on pourrait appeler le débruitage des années 70, mais qui en réalité s'est amélioré sans cesse, presque jusqu'à récemment, c'est-à-dire les mêmes idées. Donc c'est juste d'utiliser la transformée de Fourier locale. Et ensuite, on va voir un autre type de théorie très simple qu'on appelle les filtres à voisinage, et une petite extension qu'on appelle les moyennes non locales. Ensuite, on verra un point de vue, on pourrait dire cosmique, sur la question, qui est le débruitage universel bayésien. Et finalement, on verra le débruitage par apprentissage profond. Alors, la raison pour laquelle je présente les choses comme ça c'est un peu un plaisir de mathématicien, c'est parce qu'en fait, il se trouve, sauf peut-être pour le premier où ça ne va pas être complètement clair, mais il se trouve que 2, 3 et 4 s'expriment par une seule formule, et qui se trouve être une formule intégrale. Donc, curieusement, comme vous allez voir, c'est amusant à présenter, c'est qu'on a vu les gens s'agiter dans tous les sens pour proposer toutes sortes de formalismes et de complications, puis à la fin, pratiquement, on peut résumer la chose en juste une formule qui est une intégrale. Et donc, pas la même à chaque fois, un petit peu différente, mais pas si différente. Alors,
Pour l'apprentissage profond, je dirais, de toute façon, je dirais qu'en fait, il sera probablement interprétable comme une interprétation de la dernière formule que je vais montrer. Alors, donc, pour expliquer d'abord, alors je vais d'abord parler du débruitage par transformé en cosinus. Alors, la transformée en cosinus, peut-être que vous avez vécu sans savoir ce que c'était, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous la voyez 10 000 fois par jour, parce que pratiquement toutes les photos que nous voyons ont subi la transformée en cosinus. Et donc, pour voir la transformée en cosinus, vous zoomez sur votre image, vous regardez de très près votre image, et vous allez voir des petits carrés. Si vous zoomez bien sur une image, des petits carrés 8 par 8. Et donc, ça veut dire que votre image a été divisée comme un damier en petits blocs de 8 pixels par 8 pixels. Et chacun vit quand même dans une dimension élevée, il vit en dimension 64. Et chacun de ces blocs va être décomposé sur cette base-là, qu'on appelle la base en cosinus, qui est une base, en fait, qui est dans le livre de Fourier, 1800, je ne sais plus combien, Fourier, 1864 peut-être, j'ai oublié. Enfin, en tout cas, donc c'est vraiment une base 19e. Donc la base en cosinus était déjà proposée par Fourier, évidemment en continu, pas en discret, mais c'est la même. Donc là, vous avez un cosinus en x, ici un cosinus en y, après cosinus 2x, après cosinus x, cosinus y, etc. Enfin, disons, vous avez donc ces espèces, chacune de ces petits carrés que vous voyez ici est un élément de la base, il y en a 64. Et aussi peu naturel que ça puisse paraître, eh bien, la plupart des images, toutes les images JPEG, JPG, sont représentées dans cette base. Et elles sont représentées. Alors là, j'ai mis ici un spectre typique pour indiquer quoi? Pour indiquer que, en réalité, les coefficients utilisés, ça indique un degré d'utilisation des coefficients. C'est-à-dire les premiers coefficients qui indiquent le dégradé alors on appelle j'ai oublié de dire que ces petites imagettes qui sont extraites de l'image, on les appelle des patchs. Alors, j'insiste, ça peut paraître ridicule, l'image est immense et vous extrayez des morceaux 8 par 8, mais bon, c'est quand même en dimension 64. C'est pas déjà, si vous voulez modéliser des choses qui vivent en dimension 64, il faut le faire bien, d'accord? Enfin, c'est pas déjà évident à faire. Donc, en tout cas, là, l'idée, c'est que donc on a un espace fonctionnel, là, donc selon la théorie de Fourier, plus un objet est régulier, plus son spectre décroît vite. Et donc la décroissance du spectre indique en quelque sorte une première manière de concevoir la régularité des images. Et ce qu'on voit, alors même là, ce n'est pas le meilleur exemple parce que je montre le spectre de patchs qui sont été extraits dans une texture ici. Donc voilà, quelques patchs extraits d'une image. Et comme vous voyez, ils ont l'air assez oscillants, ce sont des textures, ce n'est pas du bruit, mais c'est assez oscillant. Et donc le spectre décroît assez lentement. Mais même comme ça, ce qu'on voit, c'est que le spectre décroît assez vite et ici, il y a une grande idée, qui est la première grande idée très, très bébête, qui remonte, je pense, à Wiener, en fait, et qui a permis de débruiter les signaux et les images très, 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 très tôt, c'est la remarque suivante. Le bruit, lui, il est étal. C'est-à-dire que les coefficients, si vous prenez un patch qui ne serait que de bruit, bon, ce n'est pas le cas de ces patchs-là, eh bien, il aurait des coefficients dont l'écart type ne décroît pas. Tous ces coefficients-là seraient tous représentés également. Or, un patch normal, pour un signe d'une image, a un spectre qui décroît même souvent beaucoup plus vite que ça. Parfois, il n'a que quelques coefficients non nuls. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les transformées orthogonales jouent le rôle de tamis. C'est-à-dire que quand vous prenez, les tamis vont laisser passer, imaginez un tamis dans lequel vous jetez tous vos coefficients, et tous les petits passent dans les trous. Tous les petits coefficients là, qui ont une petite valeur passent dans les trous. Ils sont donc éliminés, il ne reste plus que les gros. Eh bien, les gros, c'est ceux qui concernent le signal. Voilà. Donc c'est ça, bon, je présente de manière presque physique, mais disons, effectivement, c'est ça qu'on pourrait appeler le filtrage, le tamisage en quelque sorte pour débruitage. Ça consiste juste, tout bêtement, à jeter les petits coefficients de Fourier. Cette idée est vraiment très efficace et en fait, je vais vous montrer, donc l'algorithme est donc très très simple. Il consiste, on prend une image bruitée, on connaît l'écart type du bruit. Alors, j'ai oublié de le dire, mais disons, le fait que le bruit
soit maintenu, le bruit est un écart type qui ne varie pas quand on change de base orthogonale. C'est une propriété des vecteurs aléatoires gaussiens qui sont isotropes. Donc c'est un vecteur aléatoire gaussien isotrope, donc dans n'importe quelle base orthogonale, il est pareil, quoi. C'est juste une isométrie. Donc du coup, pour débruiter, on prend une image. Donc voilà l'algorithme qui est vraiment une petite recette de cuisine. On extrait chaque patch de taille 8 par 8, on calcule les 64 coefficients DCT. On annule, dès qu'on voit que les coefficients DCT on jette, vous voyez, assez grossièrement, puisqu'on là, par exemple, on va annuler tous les coefficients DCT qui sont de module inférieur à 3 fois le bruit, 3 fois l'écart type du bruit. C'est-à-dire on va quand même jeter probablement aussi du signal aussi, mais on y va franco. Mais après, on reconstruit le patch avec les coefficients qui n'ont pas été jetés, puisqu'évidemment, la force des transformées orthogonales, c'est qu'elles sont inversibles. Pardon, de manière triviale. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut donc débruiter chaque patch en appliquant la DCT, tuant les petits coefficients, et on applique la DCT inverse, et on a un patch nettoyé. Alors, ensuite, il y a un point qui est assez fondamental là, c'est la multiplication des estimations qu'on fait. Et ça, c'est une chose qu'on va voir tout le temps, en fait, qu'on a vu que j'ai vu dans le débruitage d'images, c'est que quel que soit l'algorithme, quelle que soit la méthode, vous vous rendez compte qu'il vous faut une masse de calcul qui croît quand vous voulez gagner en efficacité. Je n'ai pas vu d'algorithme. Plus l'algorithme est lourd, je veux dire, plus moins on se limite sur l'algorithme, et plus on a de chances d'obtenir un bon résultat. Donc, c'est vrai aussi pour les réseaux de neurones, il faut qu'ils soient assez gros, assez profonds, assez consistants. Donc, en tout cas, là, chaque pixel a été donc estimé 64 fois, puisqu'il appartient à 64 patchs. Puisque chaque patch contient 64 pixels, comme je débruite chaque patch, et bien inversement, j'ai quand même fait 64 estimations différentes, et donc on n'a plus après qu'à les agréger, c'est-à-dire à faire leur moyenne, et c'est comme ça qu'on obtient un bon résultat. Et pour vous montrer ce que ça veut dire, voici une image bruitée, et en fait ce que je vous montre ici, c'est en quelque sorte, selon les années, comment. Alors ça, ce qui m'a assez frappé, c'est que dans une même technologie, vous voyez quand même que rien qu'à cause du fait que la puissance des calculs monte et que les gens comprennent mieux, ils font des algorithmes de meilleur en meilleur avec exactement la même idée. Donc en fait, ici, on commence dans les années 70, et ici, vous arrivez aux années 2000, c'est le même algorithme, le même algorithme que je viens de vous décrire, sauf que ici, on débruitait chaque bloc indépendamment. Ici, on ne débruitait que le pixel central, ce qui était idiot. Ici, on n'avait pas fait la bonne transformée de couleur sur l'image. Bon, et après, évidemment, il y a une autre chose assez importante qui est le fait que quand vous avez débruité une première fois une image, vous avez donc une première idée de l'image qu'on appelle l'oracle de Wiener. Et donc, quand on a cet oracle, il nous donne une idée un peu plus claire de ce que devrait être le spectre de l'image, et donc on peut faire mieux que le simple seuillage que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, vous voyez, on gagne, et à la fin, on obtient un résultat tout à fait correct. Ici, vous voyez, vous avez débruité ce morceau ici. Il a été vraiment très bien nettoyé. Si on regarde les PSNR, qui sont une espèce de note, pensez que c'est une espèce de note sur 40, disons, voilà. Donc on monte, la note monte, l'élève est de meilleur en meilleur. On monte de 26 et on arrive à 31. Voilà. Donc simplement, alors là, pour le coup, c'est pratiquement de la réflexion technologique et mathématique. C'est pas du tout, il n'y a pas de saut technologique là. Alors voici par exemple une image qui est bruitée avec un bruit assez consistant, 15. Bon, 15, je ne sais pas comment dire, comme dans l'échelle de... Disons que... mais vous voyez quand même que ça veut dire que localement, les détails peuvent être sérieusement altérés quand vous avez une association d'un... Pardon, d'ordre 15. Et donc voilà, donc j'alterne bruité, débruité. Vous voyez, il y a quand même une belle... excusez-moi, on a une belle amélioration. Bruité, débruité. Ici, je montre l'original. Alors maintenant, c'est intéressant aussi de comparer avec l'original, puisque alors j'alterne ici la débruitée, l'original. Vous voyez une différence? Oui? Où est-ce que vous voyez les différences? Oui, sur les bords, oui. En particulier, là, dans le ciel, vous voyez, là, il y a un effet typique qui a toujours été la malédiction avec les transformées orthogonales.
c'est qu'on fait des seuillages, et donc on crée des effets. Quand vous faites des seuillages sur des transformés qui sont en fait fréquentiels, vous créez ce qu'on appelle des effets de Gibbs. Donc vous créez des oscillations, disons, parasites. Et bon, et par endroits, elles sont vraiment gênantes. Là, ici, on les remarque. Le ciel est un peu pommelé aussi. Voilà, donc on n'a pas du tout, évidemment, de tout enlever. Donc c'est une limite. Voilà, on est à une limite. Et cette limite, maintenant, je prends une image encore beaucoup plus bruitée, 40 aussi. Alors ça, 40, vous voyez, ça, c'est tout à fait ce qui arrive quand vous prenez une photo. Si vous prenez votre téléphone portable pour une photo ici, vous aurez un bruit comme ça dans votre image. Alors pourquoi vous ne le voyez pas? Bien évidemment, parce qu'il y a eu un débruitage qui a été fait derrière. Donc 40. Donc, voici ce que ça donne. Et donc, il y a les mêmes effets de rebond, vous les voyez ici, etc. Il y a un peu partout. Et puis, ce qu'on voit aussi, évidemment, c'est qu'à 40, il y a un moment donné où, effectivement, l'histoire du tamis, ça commence à ne plus marcher, parce qu'évidemment, plus il y a le bruit, plus votre tamis doit avoir des gros trous, et plus il y a des morceaux du signal qui tombent avec. Hein. Donc, par exemple, si vous regardez les arbres, je dirais même que si vous regardez les arbres, vous avez une impression plus naturelle dans l'image bruitée qu'après des bruitages, et on voit bien qu'il y a une atténuation, une perte presque irrémédiable, mais effectivement, il y a un moment donné où c'est le cas, on ne peut plus espérer faire mieux. Alors, donc là, néanmoins, là, je vous montre la dernière version de débruitage DCT, et bien qu'elle rend les choses assez floues et assez lisses, elle est quand même tout à fait décente. Celle-là, elle date quand même de juste 4 ans. Hein. Donc il y a 4 ans, on améliore encore le débruitage DCT, en le rendant multi-échelle en l'occurrence. Voilà, donc, alors maintenant, je vous ai dit, j'ai insisté sur le fait que dans les téléphones portables, on ne voit plus pas de bruit parce que l'image a été débruitée. Donc cette image vient d'un appareil portable Huawei 2018. Ce serait une photo de Jules César, ou d'un orateur romain, peut-être, et que j'ai prise au Louvre, dans la collection Campana. Et donc, vous voyez du bruit là-dedans? Bon, alors évidemment, ce qui se passe, c'est que maintenant, en plus, les gens ne regardent pas les images en pleine échelle. Donc, si vous regardez l'image en petit sur votre écran, toutes les images sont parfaites. Donc, il faut zoomer. Alors, si vous zoomez, là, par contre, vous êtes beaucoup moins satisfait. Donc, regardez-moi ça. C'est du travail de cochon. Regardez-moi ça se bord. Donc là, je dois dire que quand j'ai vu ça, parce que justement, je voulais regarder de près, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce Huawei? J'ai essayé de deviner quel était l'algorithme. Et je dois dire que je suis un peu bluffé parce que je pense que c'est plutôt un filtre à voisinage qu'on va voir maintenant. Parce que typiquement, on a toutes ces oscillations, tout ce bruit. Alors, ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est pourquoi il y a des endroits où il y a du bruit et des endroits où il n'y en a pas. Pourquoi il y a peu de bruit ici et pourquoi il y en a beaucoup ici. Hein? Pourquoi? Oui, alors, bon, tout est blanc, tout est du noir au blanc. Donc là, c'est du marbre ici et c'est du marbre ici. Hein. Donc, la différence, c'est effectivement, c'est pas l'objet. L'objet est le même marbre. La différence, c'est l'éclairage. C'est-à-dire qu'il y a un endroit ici, le bruit est dépendant effectivement de l'intensité, vous l'avez dit. Et donc, le bruit dépend de l'intensité, ça veut dire quoi? En fait, curieusement, ça veut dire que plus il y a d'intensité, plus il y a de bruit. Ça peut surprendre, mais c'est comme ça. Mais d'un autre côté, ce que vous voyez, et ça c'est tout à fait... N'oublions pas que de celle-là, il faut voir ce que c'est que la perception humaine en général. La perception humaine mesure toujours des rapports. Donc en réalité, c'est pour ça qu'on mesure des décibels, on mesure dans une échelle logarithmique. Donc en réalité, il est vrai qu'on a plus de bruit ici, qu'on avait plus de bruit ici que là, mais la correction, en fait, l'image que vous voyez a subi une correction logarithmique. Et c'est-à-dire que donc dans les sombres, ce qui compte, c'est le rapport signal à bruit, c'est-à-dire que le rapport du bruit sur le signal, c'est les fluctuations de la couleur relative sont bien plus faibles ici que là. Ici, donc en fait, plus les zones sont sombres, plus on a du bruit, ou dit autrement, c'est des endroits où vous avez que quelques photons qui sont arrivés, et donc la valeur que vous avez est extrêmement incertaine. Alors qu'ici, beaucoup de photons sont arrivés. Donc voilà, ici, vous avez tiré à pile ou face 1000 fois. Si vous tirez à pile ou face 1000 fois, vos fluctuations vont être de l'ordre de racine de 1000, à peu près 30. Si vous tirez à pile ou face 3 fois, vos fluctuations vont être de l'ordre
pas plus que 3, c'est sûr. Et donc, le bruit, il y a beaucoup moins de bruit en quelque sorte avec 3 qu'avec 1000, mais néanmoins, vous avez une bien meilleure estimation de la probabilité avec 1000 tirages qu'avec 3, c'est clair. Et donc c'est ce qui se passe ici. Donc il y a même, c'est très curieux, même l'oreille, là, l'oreille a juste des espèces de piquets, là, enfin, il y a des espèces, bon, affreux. Bon, en tout cas, je me venge parce que Huawei nous a contactés pendant 2 ans en voulant voir ce que nous pouvions faire en débruitage. On leur a montré toutes sortes de jolis débruitages. Et après qu'ils aient observé bien en détail ce qu'on faisait, ils ont dit « Merci, merci, on vous passe maintenant notre service contrat. » Et puis après, on n'en a plus entendu parler. Donc, voilà. Donc, pendant 2 ans, ils nous ont comme ça testé gratis. Bon, donc, alors je vais vous parler des filtres à voisinage, puisque je soupçonne que là, c'est à peu près ce qui est fait, mais assez mal par Huawei. Alors, déjà, là, comme vous voyez, j'ai un peu commencé à fatiguer sur le français et l'anglais, mais ce n'est pas grave. De toute façon, il faut lire que le français. Donc, les filtres à voisinage, je dois dire, pour moi, ça a été quand même sidéré. J'étais assez sidéré parce que, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec des entreprises qui faisaient du débruitage d'images, elles m'ont tout dit, de toute façon, tout le monde fait, c'est des filtres à voisinage. Donc, nous, on était là à leur raconter des ondelettes, ceci, cela. Et eux, ils me disaient, oui, bon, nous, on fait les filtres à voisinage. Et donc, les filtres à voisinage, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, l'idée est assez triviale. Et donc, comme je disais, triviale, elle est très puissante, en fait. Mais elle consiste à dire, si vous voulez, exactement ce que je dis avec pile ou face, il faut juste avoir plus d'échantillons. Donc, si vous voulez avoir la couleur d'un point, il vous faut plus d'échantillons du même point. Alors, ça paraît absurde, évidemment, puisque vous n'en avez qu'un par pixel. Vous avez un pixel, vous observez une couleur. Et pour avoir la vraie couleur, il faudrait que vous sachiez quels sont les autres pixels qui avaient la même couleur. Hein, donc ceux qui représentent la même variable aléatoire. Alors est-ce possible? Ben oui, et en fait derrière, il y a encore à nouveau la régularité de l'image. Alors, il y a juste une formule à retenir là, c'est que si vous faites la moyenne c'est comme un Graal, si vous voulez diviser le bruit par 4, il suffit de trouver 16 échantillons, puisque le bruit est divisé par la racine carrée du nombre d'échantillons. Donc c'est simple. Trouvez pour chaque pixel 16 autres échantillons qui avaient la même couleur, vous faites la moyenne et vous aurez 4 fois moins de bruit, ce qui n'est pas mal. Pour donner des ordres de grandeur, dans une image normale, disons, on réussit à diviser le bruit entre 4 et 5, et dans une vidéo, on monte jusqu'à 7, ce qui est assez impressionnant, vous le verrez. Donc les pixels, l'idée des filtres à voisinage, c'est que, vous voyez, là, j'ai fait un petit zoom sur un petit patch, il est même encore plus petit que d'habitude, il est 3 par 3. Donc, sur le bord du nez de ce babouin, il y a des pixels plutôt rouges, des pixels plutôt bleus. Il n'y a pas beaucoup de bruit ici, donc ceci nous fait réfléchir. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'il y avait du bruit, ce truc-là serait beaucoup plus brouillé, évidemment, mais on pourrait se dire, on va remplacer le pixel central par la moyenne de tous les pixels. Ce qui est une première idée, pas stupide. Mais évidemment, on se dit aussi qu'on peut faire mieux, c'est qu'on devrait quand même exclure les pixels qui ont des couleurs qui ne ressemblent pas du tout, qui ne sont pas les bons, en quelque sorte. Donc, en fait, on peut regarder ces deux choses-là. Alors, la première, ça serait juste, finalement, alors je le mets que juste comme parce que oui, c'est bien qu'on ait, hein, c'est une conférence de mathématiques, il faut bien qu'on ait quelques formules. Alors, donc, la convolution, ça va? Tout le monde est d'accord avec la convolution, il n'y a pas d'objection, non? Personne ne quitte la salle. Donc la convolution, ce serait la solution qui consiste juste à remplacer un point par la moyenne des voisins. Alors, quand vous faites un seuillage sur une transformée de Fourier, vous faites quelque chose qui ressemble déjà un peu à ça. Hein, donc, ça dépend comment vous le faites, mais donc, ce n'est pas une opération à négliger. C'est-à-dire que la convolution va remplacer effectivement, si vous êtes par exemple dans une zone régulière de l'image, remplacer donc la valeur en x par la moyenne pondérée des valeurs qui sont autour, moyenne gaussienne par exemple, va vous donner une valeur débruitée. Ça va marcher. Alors, mais le coup de génie des filtres à voisinage, c'est effectivement de prendre en compte aussi la couleur, c'est-à-dire non. Si je veux débruiter ce pixel-là, je vais faire la moyenne de ceux qui ont une couleur qui ressemble,
qui a priori sont plutôt ceux-là. D'accord? Donc, si on regarde ce que ça veut dire, si je regarde la convolution classique, la formule de convolution classique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'un point U de Y influe la valeur de U de X si la gaussienne, calculée en X moins Y, est grosse. C'est ça la convolution. Donc ça veut dire que si Y est très proche de X, la gaussienne vaut 1. D'accord? Enfin, ou se rapproche, pardon, elle vaut la valeur maximale, c'est pas 1, d'ailleurs, parce que ça dépend du... Comment je vais pas dire, peu importe. Donc, quand Y égale X, la gaussienne est maximale. Donc, le U de X influe, pour ainsi dire, maximalement sa valeur. Mais dès que Y s'éloigne assez de X, cette chose va devenir toute petite, parce que la gaussienne décroît très vite. Et donc l'influence sera négligeable. Bon. Donc, on peut faire ça, évidemment, sur l'espace. Mais l'astuce des filtres à voisinage, qui est ici, c'est d'avoir deux gaussiennes. L'une, c'est la première, c'est la convolution, c'est-à-dire Y va influer sur X, mais seulement si Y est proche. Donc, ça revient à dire, en gros, on regarde à côté, quoi. C'est le principe du réverbère, on regarde à côté. Donc, mais beaucoup plus subtil, on dit, ah non, mais il faut aussi que les couleurs de Y et de X, il faut qu'on ait une preuve que U de Y ressemble à U de X. Donc, on va chercher donc à ce que U de Y ressemble à U de X. Donc, je ne vais pas commenter la figure là, qui montre ce que ça veut dire du point de vue du filtre de convolution, mais non, juste pour dire que si le filtre de convolution serait ça, mais qu'après qu'on ait fait tout ce qu'on vient de dire, le filtre de convolution, il est complètement sélectif et il ne convolue que du bon côté, pas du mauvais côté. Donc, il ne garde par exemple que les rouges ou que les bleus. Alors, on peut faire un petit peu mieux que ça. C'est ce qu'on a appelé les moyennes non locales. Et c'est un algorithme qui cherche un petit peu mieux les échantillons, mais qui déjà nous rapproche de l'apprentissage d'images. Parce que l'idée là, alors pourquoi on l'appelle non local? Parce que l'idée qui est résumée dans cette figure-là, c'est que, puisque si vous voulez faire une moyenne des échantillons, eh bien, pourquoi devriez-vous les chercher juste à côté? Et ce qui compte, c'est plutôt d'avoir des preuves fortes que les échantillons que vous avez attrapés sont vraiment du même type. Donc, par exemple, là, vous voyez, il y a un toit, ou ici, il y a une balustrade, ou ici, il y a un ciel. Donc, si vous comparez des patchs, les patchs reviennent à nouveau, si vous comparez les patchs, les patchs du ciel, ils sont tous, disons, voilà, ils ont l'air plutôt grisâtres, bleus, peu importe. Donc, leur couleur est uniforme, ils ont du bruit, certes, mais si vous comparez des patchs, la loi de la variance s'applique. C'est-à-dire que quand vous comparez la distance euclidienne de deux patchs, plus les patchs sont grands et plus la distance va être débruitée. Puisque vous faites une distance euclidienne, c'est vous comparez les valeurs 2 à 2. Donc si vous avez un patch, par exemple, qui est de dimension 100, eh bien le bruit dans la distance entre les patchs est débruité, même si les patchs le sont. Puisque si vous comparez deux patchs de taille 100, la distance est débruitée d'un facteur 10, à cause de cette fameuse loi de la racine carrée. Donc du coup, toutes vos données sont bruitées, vous êtes capable de décider très efficacement si deux objets se ressemblent effectivement dans l'image. C'est ça qu'on appelle la régularité non locale, et qui donc permet en quelque sorte d'apprendre de l'image elle-même quels sont les bons échantillons pour débruiter. Alors, donc du coup, on a déjà trois formules. Donc la convolution, les filtres. Alors la convolution, on intègre sur l'image. Le filtre à voisinage, on intègre encore sur l'image. Oméga, c'est l'image, mais on intègre une chose un peu plus. Il ne faut pas regarder le dénominateur qui est juste une normalisation. C'est en haut que ça se passe. Donc on intègre donc sur l'image, mais avec une fonction qui n'est plus une convolution, mais qui en fait, alors ce qui est amusant, c'est qu'on peut l'interpréter comme une convolution en dimension 5. 2 pour l'espace et 3 pour la couleur, donc on est en dimension 5. Donc en fait, la première formule est d'une convolution. Pardon. La deuxième est encore une convolution, mais dans l'espace de dimension 5. La troisième qu'on vient de voir est encore a encore l'aspect d'une convolution, tout à fait. Mais ici, la gaussienne, ici on comparait encore les positions des points, vous voyez, x moins y. Ici, on ne compare que les positions des patchs. On ne croit que les valeurs des patchs.
Donc la position dans l'image ne compte plus, comme on l'a vu dans la figure précédente. Donc pour débruiter un patch centré en X, on cherche donc, on les formule comme ça, vous cherchez tous les patchs, vous calculez la distance gaussienne de tous les patchs au patch qui nous intéresse, et vous faites la moyenne pondérée par ça. Donc en fait, vous faites la moyenne de tous les autres. Donc en réalité, ici, vous êtes en train de faire la moyenne de tous ces patchs jaunes, la moyenne de ces pots simplifiés, la moyenne de tous ces patchs rouges, la moyenne de ces patchs verts pour débruiter chacun d'entre eux. C'est simple, non? C'est clair, je pense. Et donc en fait, je vais montrer cette image interdite parce que c'est juste un transparent historique, parce que c'est interdit de montrer l'ENA maintenant, donc je m'en excuse. Donc, mais bon, en vrai, je trouve ça un peu idiot, mais bon, peu importe. Donc, cette image, en fait, a été toujours utilisée très longtemps parce qu'elle avait toutes sortes de caractéristiques pour la qualité image, des parties très lisses, des parties texturées, enfin, il y avait des contrastes très forts. Enfin, il y a des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec le sexisme dans le fait que cette image était beaucoup utilisée, à mon avis. Et donc, en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette expérience, ce que nous avions fait à l'époque, c'est que nous avions pris l'original, nous n'avions pas rajouté du bruit. Donc ça, c'est l'original. Et voici le filtre gaussien dont je vous ai parlé, la première formule. Donc l'image devient plus floue, mais elle est débruitée quand même. Enfin, là, vous ne voyez pas beaucoup le bruit parce que, je veux dire, le projecteur n'est pas très, lui-même assez flou. Ici, voici le résultat d'un filtre avoisinage. Et voici le résultat des filtres moyennement locales. Donc, finalement, ce sont 3 filtres avoisinage. Comme vous avez bien compris, c'est juste, à chaque fois, des moyennes d'échantillons. Mais ici, on peut voir combien on a gagné en finesse, puisque ici, vous avez la différence. Donc, c'est la différence débruité moins original, débruité moins original, débruité moins original. Donc, vous avez ces 3 différences, et vous voyez que, vous voyez que peu à peu, disons en quelque sorte, le visage disparaît. Donc toute la structure disparaît, vous n'avez plus que presque du bruit et des petits détails quand même qui n'ont pas été, qui relèvent donc des détails qui justement sont un peu uniques, comme par exemple le bout des cils ou un éclat dans l'œil ou des choses comme ça. Alors, donc, je suis dans les temps pour parler de la dernière formule, qui est celle qui me plaît le plus. Alors là, je vais plutôt agiter les mains, je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, je n'ai que, j'ai que ce transparent. Donc, c'est la formule qui a été proposée en 2011 par Nadler et Levin. Alors, je l'aime beaucoup parce que, contrairement à tout ce que je vous ai raconté ici, où je vous ai parlé de régularité d'image, de ci, de cela, cette formule rend compte de ce qu'on peut faire de mieux connaissant toutes les images. Donc, elle inclut toutes les théories possibles, y compris l'intelligence artificielle. Voilà. Elle consiste à dire que, indépendamment de toute considération sur la structure des images, etc., juste en admettant qu'on connaît le modèle du bruit, ce qui est le cas, le modèle du bruit, c'est une gaussienne, c'est un vecteur gaussien en grande dimension, c'est tout ce qu'on a besoin de dire. Donc on connaît le modèle de bruit, donc on connaît une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de l'image bruitée connaissant l'image pas bruitée. Voilà, on connaît juste cette formule-là. Et donc le raisonnement de Nadler et Levin consiste à dire, je vais passer le détail, mais il consiste juste à dire que le meilleur estimateur possible, si on suppose qu'on connaît, si je peux dire personnellement, tous les patchs du monde, est juste une intégrale. Et cette intégrale, elle est ici. Bon, on peut l'écrire de plusieurs manières. Enfin, là, je l'ai écrit. Alors, ça se déduit de la formule de Bayes, tout simplement. Et ça conduit à l'idée qu'il y a effectivement un algorithme de débruitage universel optimal, il existe, et il consiste, alors je peux le donner comme un algorithme, d'ailleurs il consiste à quoi? Eh bien il ressemble énormément, formellement, il a le même aspect que l'algorithme des moyennes non locales que j'ai montré avant, mais il y a une petite nuance, c'est qu'au lieu d'intégrer sur l'image, comme faisait les moyennes non locales, on intègre sur l'ensemble de tous les patchs du monde. Alors, est-ce qu'on peut intégrer sur l'ensemble de tous les patchs du monde? De nos jours, rien n'est possible. On n'en est pas si loin. Je veux dire, disons, en tout cas, calculer sur des millions d'images, ça ne fait plus peur à personne, voir des milliards d'images. Donc, par exemple, il y a en ligne, quand vous cherchez, vous savez que maintenant vous pouvez faire de la recherche en ligne d'images,
vous mettez comme requête une image et vous allez retrouver cette image. Actuellement, nous travaillons dans un groupe qui essaie de lutter contre les fake news. Et donc, pour la lutte contre les fake news, c'est l'étape essentielle, en fait, c'est quand même ça. C'est quand vous avez une photo manipulée, il faut trouver son origine. C'est en général, dans 80 à 90% des cas, ça suffit à résoudre l'affaire. C'est un peu vexant pour le traitement d'image, mais disons, mais quand même, et fierté quand même, l'algorithme de recherche d'images est un algorithme mathématique extrêmement astucieux, basé sur l'équation de la chaleur, c'est la méthode SIFT, et c'est celui-là qui est utilisé par tout le monde pour chercher une image parmi des milliards d'images. Donc quand vous faites une requête en ligne, l'ordre de grandeur, c'est des dizaines de milliards d'images qui sont recherchées. Donc, et en quelques secondes. Donc, rien d'impossible en fait à réaliser cette formule. De fait, nous avions nous-mêmes fait quelques expériences où on voyait que pour un patch, on obtenait son patch débruité après avoir utilisé à peu près 1 million de patchs quand même. On a été monté au million. Donc cette formule marche, elle est effective. Mais évidemment, une telle intégrale faite pour chaque patch d'une image, ça dépasse quand même les capacités humaines. Donc, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi la formule ne peut pas marcher telle qu'elle. Mais disons, notre idée en général, c'est que quand même cette formule-là, donc c'est la dernière de la liste, c'est ce que je voulais montrer. Donc vous voyez que c'est toutes ces formules, donc là ça résume ma conférence en quatre formules, qui sont 4 intégrales, qui ont l'air toutes de 4 espèces de convolutions. Enfin voilà, donc c'est ça qui est fascinant dans l'affaire. Et on pourrait dire que la dernière est la bonne, mais elle n'est pas vraiment complètement réalisée. Alors, bon, on va parler d'apprentissage profond. Alors moi je pense que vous avez déjà tous entendu parler de réseaux de neurones, d'apprentissage profond. Je vais pas vous décrire le truc habituel. Tout ce qu'il faut savoir dessus, je dirais que la seule chose que je pourrais dire dessus quand même, si je dis quelque chose, attendez, est-ce que j'ai un transparent qui me convient pour ça? Oui, c'est ça. C'est qu'un réseau de neurones, c'est une fonction de fonction de fonction de fonction, et chacune des fonctions est juste, en gros, pour simplifier, une convolution, justement, et une non-linéarité, de type seuillage. Bon. Alors, quand on a dit ça, eh bien, on reconnaît d'ailleurs très vite que c'est la structure du premier algorithme qu'on a vu, density denoising, qui est un réseau de neurones pas profond. Parce que, en fait, le premier algorithme qu'on a vu, le débruitage, donc la plupart des fils que je vous ai montrés sont réalisables comme des réseaux de neurones, et ils sont en général pas profonds, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de couches comme ça. Par exemple, density denoising aurait typiquement besoin de 6 couches, alors que les meilleurs réseaux de débruitage d'images montent maintenant plutôt à 40 couches. Et donc, toute la force, évidemment, de l'objet, je vous l'ai dit au début, c'est juste que, effectivement, une chose que nous n'avions jamais imaginée, même il y a 10 ans, qu'on pourrait entraîner à apprendre un opérateur, inverse comme ça, juste en donnant des immensités d'exemples. Maintenant, on peut le faire. En plus, avec un algorithme très, très bébête, que j'avais étudié d'ailleurs moi-même il y a longtemps, dont je me disais qu'il était magnifiquement inefficace, mais à force de gagner en puissance de calcul, maintenant, on réussit à entraîner effectivement un réseau, et donc voilà les résultats. Alors, bon, ceci est un sac de voyage qui indique que nous allons tous bientôt partir, peut-être, mais bon, donc il n'est pas bruité, mais alors donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on bruite, d'accord, comme d'habitude. Voici un détail. Alors voici, alors vous allez être déçus, et puis après un peu moins déçus. Bon, donc voilà, donc un détail bruité. Alors là, le débruitage est fait par BM3D, qui en gros est un algorithme qui contient presque toutes les bonnes idées que j'ai expliquées auparavant, c'est-à-dire seuillage en Fourier, filtre non local, etc. Donc, qui date de 2007. Ben, si j'alterne, vous voyez, c'est quand même pas mal. Regardez par exemple les rayures ici. Hein, il y a quand même une restauration assez notable. Et elle est assez logique puisque ces algorithmes cherchent les autosimilarités et en plus se débrouillent bien avec les fréquences Fourier. Voici maintenant FFDNet 2017, qui est donc un des tout derniers meilleurs algorithmes par apprentissage. Vous voyez, c'est moins bon. Un peu moins bon. Pourquoi? Parce que, en fait, pour l'instant, les réseaux de neurones ne sont pas très très bons pour
pour prendre en compte justement ces autosimilarités d'images, mais ceci est en train de... Je viens de voir un papier qui prouve que maintenant on peut le faire, donc je pense que même ça devient... Cette comparaison que je vous montre là est déjà un peu obsolète, c'est-à-dire que probablement bientôt vous verrez, cette comparaison ne sera pas forcément en défaveur. Ici à nouveau un autre petit exemple, original, détail, bruité, BM3D donc, le dernier, on pourrait dire le dernier des Mohicans, le dernier algorithme humain que les gens ont considéré comme vraiment très bon. Et voici FFDNet. Alors j'alterne, vous voyez. Hein? Qu'est-ce qui est mieux? Le second, là, FFDNet, non, non, il a mieux appris, il reconnaît mieux la structure, voilà. Hein, c'est mieux. Alors maintenant, donc, pour pas très longtemps encore, je pense, en débruitage vidéo, néanmoins, les algorithmes humains font mieux. Mais comment je fais pour le faire marcher, ça? Je puisse cliquer quelque part. Là, je suis surpris, là, parce que... Je ne sais pas comment faire pour le faire marcher. Pardon? Et je peux pas retrouver cet écran-là? Ah non, je peux pas dupliquer cet écran? Ah oui, il est là, voilà, on va y arriver. Je vais juste dupliquer l'écran. Voilà. Bon, maintenant on voit là. Oui. On va le mettre à plein écran. Non. Ouais. Patience, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, là, vous voyez quelque chose là. Bon, ok, je vais agrandir un peu. Bon, alors, pourquoi je vous montre ça? Pourquoi est-ce qu'il est... Là, je vous montre déjà des bruités. Il faut que je vous montre le bruité d'abord, déjà. Donc, voici une foule bruitée. Voici maintenant FFDNet. Alors, il y a une triche. FFDNet, mais regardez bien. Alors, c'est bon? Hein? C'est pas bon. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'algorithme est en train d'halluciner. Il est en train d'halluciner séparément, image par image. On n'a pas encore de réseau de neurones capable de débruiter de la vidéo. C'est trop lourd. Là, Donc, les réseaux de neurones sont quand même assez lourds, donc leur passage dans l'industrie va être assez lent à cause de ça, parce que... Donc, mais peut-être... Alors, continuons. Maintenant, voici un algorithme conçu par Pablo Arias et Thibaut Héré. Ça, c'est un algorithme humain. C'est mieux? Largement, oui, parce que là, l'algorithme prend en compte la cohérence temporelle. Donc, évidemment, vous me direz, pourquoi on ne fait pas ça avec réseau de neurones? Ben, justement, c'est parce que là, l'espace d'apprentissage est gigantesque. Et maintenant, je vous montre les résultats combinés. Voilà, vous voyez, vous aviez d'abord la bruité. D'abord le bruité, ensuite FFDNet, et ensuite non-local Kalman, donc un algorithme, disons, du type de ce que je vous ai montré précédemment. Voici par exemple une gare bruitée, avec des brumes. FFDNet. Alors là, c'est une véritable catastrophe. Donc en fait, voilà, évidemment, les algorithmes de débruitage, alors c'est très curieux parce que les algorithmes de débruitage d'image par image sont très bons, mais
comme ils apprennent de l'ensemble de toutes les images, ils proposent une interprétation optimale, éventuellement un peu hallucinatoire de la chose. Hein. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais je pense qu'en image par image, c'est parfaitement convaincant. Donc je ne sais pas si je peux vous montrer une dernière chose. Voilà, je vais montrer la gare en combiné comme dernier exemple. Voilà, donc là... Oui, alors là, qu'est-ce qu'il y a? Je reprends à nouveau. Il y a la VBM 4D, NLKman. Ah non, mais là, non, là, il n'y a pas de... Excusez-moi, là, il n'y a pas de réseau de neurones du tout. C'est une comparaison. Donc, je retire cette dernière comparaison. Bon, mais je crois... je voulais juste, donc... il faut que je conclue. Bon, écoutez, vous me posez des questions, c'est la conclusion, je pense que c'est mieux. Oui, donc si vous avez des questions, je peux vous amener le micro. Voilà. Ouais. Merci pour cette conférence très intéressante. Dans vos algorithmes de débruitage, il y a en fait deux steps binaires, ou bien non débruité, ou bien débruité. Comme vous l'avez dit vous-même, avec le débruitage, il y a effectivement sur l'image une certaine dégradation. On voit des flous qui apparaissent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un trade-off entre les deux qui consisterait à ne pas enlever complètement le débruitage et qui permettrait, avec un certain seuil, de garder également les détails de l'image, au moins ce qu'on voit? Oui, alors, oui, ça effectivement, c'est une très bonne remarque. En fait, et en plus, je dirais, il y a un très joli résultat que je viens de lire qui parle exactement de ce trade-off. Et donc, en fait, il y a un théorème qui dit qu'en gros, il y a des limites insurmontables. C'est une espèce de courbe comme ça, une courbe convexe. Et donc, soit vous êtes très exact, vous débruitez au mieux, mais vous n'aurez pas l'air naturel, soit vous aurez l'air plus naturel, mais vous ne débrouillerez pas au mieux. En réalité, les réseaux, ça peut paraître surprenant qu'il y ait comment on dit en français, trade-off. C'est compromis, oui, bien sûr, compromis. Ce compromis est une fonction convexe, c'est-à-dire que si on augmente l'un, on baisse l'autre et vice-versa. Et donc, alors, ce que font les fabricants de caméras, c'est que alors oui, peut-être que je pense que là aussi, il y a une chose qu'il faut dire. J'ai suggéré, ça c'est un peu naïf, de dire que tout ce que font les fabricants de caméras, c'est qu'ils débruitent. En fait, c'est pas ça qu'ils font exactement. Ils ne débruitent pas. Ils séparent le bruit de l'image. Après, c'est de la cuisine, si vous voulez. C'est comme quand vous prenez une poule, que vous la bridez, que vous séparez les blancs, etc. Il faut les préparer les choses de manière différente, puis après vous remettez ensemble. Donc la séparation la plus exacte possible permet de rehausser les contrastes, de faire toute une série d'opérations. Et après, on remet en fait une partie du bruit. Donc en fait, ça c'est la solution idéale. Le bruit a juste été séparé. Donc la séparation du bruit en fait est le but réel. Bien sûr, s'il est trop fort, on le baisse aussi. Oui. Merci. Une autre question? Ouais. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé. C'est un petit peu en rapport avec la question précédente, en fait. C'est que tout ce qui a été présenté là, je crois sans exception, c'est toujours selon le critère des moindres carrés, y compris l'apprentissage, j'imagine. Et donc, on se pose toujours la question, est-ce que c'est le meilleur critère? Est-ce que l'œil ne verrait pas de meilleures choses si on utilisait un autre critère, oui, et ainsi de suite? Mais en fait, donc là, je crois que l'intelligence artificielle apporte vraiment quelque chose d'intéressant. En effet, quand Turing, c'est Turing qui a forgé apparemment le terme d'intelligence artificielle. Il faisait des conférences à la BBC dans les années 50 là-dessus, et on lui attribue le fameux test de Turing. Le test de Turing consiste, si je me souviens bien, dans les versions qu'imaginait Turing, en ce que
trois personnes dialoguaient à distance. Et donc, plus exactement, une personne était confrontée à deux interlocuteurs et chacun essayait de le convaincre qu'il était l'humain. Dans une version un peu plus scabreuse, je crois qu'il était une question de sexe d'ailleurs. Je ne me souviens plus très bien, mais il me semble que Turing, une version de Turing où on devait convaincre de son sexe l'interlocuteur. Donc, ce qui ressemblait déjà, qui anticipait sur le sexting, etc. Enfin, les pratiques, disons, de chat, etc. Donc, en tout cas, ceci est maintenant mis en œuvre dans des algorithmes de traitement d'images de la manière suivante. On met deux réseaux de neurones en compétition, donc il n'y a pas d'humain dans la ferme, mais l'un d'entre eux, il doit décider si l'image, disons dans le cas du débruitage, ce serait un des réseaux, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit décider si l'image a été débruitée ou pas, c'est-à-dire si elle est naturelle ou pas, ou si elle a été trafiquée, et l'autre, il essaie de débruiter. Et donc on met ces deux réseaux en compétition. C'est ce qu'on appelle Adversarial Networks, GAN, Generative Adversarial Networks. Et donc, on met donc, des algorithmes qui sont comme ça, dans une sorte de jeu où, en fait, effectivement, on essaye de garder à la fois l'aspect le plus naturel de l'objet tout en le débruitant. Et donc, c'est le compromis entre les deux qui est censé... Alors, ce genre d'algorithme est très, très intéressant, évidemment, puisqu'il met au cœur de la question justement la qualité de l'image. D'autres questions ? Il y a un lien fort entre les filtres à voisinage dont vous avez parlé et les neurones convolutionnels. Y a-t-il un lien entre les filtres à voisinage dont vous avez parlé et les neurones convolutionnels que Yann Lequin a introduits justement pour l'analyse d'images et dont j'ai l'impression que très, très localement, ils font essentiellement la même chose. Oui, tous les réseaux dont j'ai parlé sont des réseaux convolutionnels. Hein, ils le sont tous. D'accord. Donc, bon, c'est un peu déroutant pour moi qu'on considère que c'est une invention, les réseaux convolutionnels. Je crois que ça existe depuis très longtemps. Mais disons, ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, ils sont devenus suffisamment efficaces pour qu'on en parle. C'est plutôt ça. Donc, en fait, le principe du réseau convolutionnel, c'est que les mêmes coefficients du réseau sont appliqués partout, donc les mêmes de manière invariante par translation. Et donc, oui, tous les filtres de débruitage que j'ai indiqués sont aussi convolutionnels. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai dit que tous les algorithmes que j'avais montrés sont implémentables en réseau de neurones sans trop d'efforts, parce qu'ils ont exactement la même structure. Enfin, le principe de l'invariance par translation, qui est derrière ça, c'est la convolution est juste le principe de l'invariance par translation. C'est ce que les gens, disons, c'est aussi vieux que le traitement du signal. Les gens l'appellent le théorème fondamental du traitement du signal. C'est-à-dire vous traitez un son, vous ne savez pas quand est-ce que le son va commencer, quand est-ce qu'il va terminer. Donc vous formalisez que votre opérateur d'analyse, de traitement, quel qu'il soit, doit commuter avec les translations. Et à ce moment-là, s'il est linéaire, c'est une convolution. C'est tout. Donc après, par extension, on appelle convolutionnel, bien que ce ne soit pas des convolutions. Il y a des convolutions, mais couplées avec des non-linéarités. D'autres questions ? Oui, quels sont les progrès attendus en traitement de l'image et à quel horizon ? Qu'est-ce que tu en penses, Julie ? Quoi ? La vidéo, moi je crois qu'en fait on monte toujours on monte en puissance, parce qu'en fait on n'osait pas concevoir des algorithmes de vidéo efficaces. Maintenant on va les faire et après ça sera fini, hein. Non ? Quoi ? Ah, le 3D, d'accord, oui. Non, mais disons, je pense qu'il y a derrière, le Graal, évidemment, pour nous tous, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle. Là, contrairement à ce qu'on croit, on en est hyper loin. Même ces progrès qu'on voit sont très limités à des domaines de débruitage. Mais vous avez vu, c'est un problème mathématique. Bon, ok, donc
bien sûr, donc les gens, chaque fois que il y a un programme de sciences artificielles, les gens s'exclament en disant que ça le généralise abusivement. Prenez le cas du jeu d'échecs. En réalité, on a annoncé que l'intelligence artificielle allait écraser les humains dans tous les jeux quand le premier algorithme a gagné au jeu de dames, au checkers, et c'est il y a bien longtemps. Puis il a fallu encore 20 ans pour qu'on batte le champion d'échecs. Récemment, on a battu le champion de Go, mais c'est des jeux, c'est des petits jeux, donc des grands jeux si vous voulez. Mais bon, en réalité, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Nous travaillons actuellement avec une entreprise qui veut faire des robots intelligents. Pourquoi elle veut faire des robots intelligents? Pas parce qu'ils ne le sont pas. Parce que, en fait, ce que les gens appellent robots dans l'industrie, ce sont des machines qui reproduisent exactement ce que leur avait dit de faire. C'est juste des machines programmables. Alors, cette entreprise veut juste faire un robot qui va décharger des cartons d'une palette. Et donc, on se dirait, après, on nous raconte qu'il y a des robots, que les robots vont prendre soin des vieux, que sais-je, des salades, pas possible. Je veux dire, c'est n'importe quoi. J'ai lu qu'il y a un hôtel au Japon qui a recruté finalement des robots pour s'occuper des clients, et ils ont été tous virés. Bon, ça ne m'étonne pas. Je veux dire qu'il y a actuellement, l'intelligence artificielle est complètement balbutiante. Ces petits progrès que nous voyons là n'ouvrent pas vraiment le sujet. Bon, dans le cas que j'ai vu de cette histoire de carton, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de système ouvert. C'est un système qui apprendrait à reconnaître les cartons, qui toucherait un peu les cartons avant de les bouger, ce que ferait n'importe quel manutentionnaire, quoi, disons. Voilà. Donc les systèmes existants, qui ne marchent pas, du coup, ils prennent le carton, ils mettent la patte sur le carton, ils le prennent, le carton se casse, bringue, et bon, il n'y a même pas, voilà, et puis un bip peut-être qui dit que ça ne va pas, et puis c'est tout. Donc il y a l'intelligence artificielle un peu souple n'existe pas pour l'instant. Donc les progrès, néanmoins, les endroits où nous avons vu le plus de progrès d'intelligence artificielle, c'est dans l'analyse des images. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est quand même remarquable. Et donc c'est très amusant de toute façon de travailler sur ce sujet à cause de ça. Et ça c'est ouvert. Là pour le coup, on n'en a pas pour 10 ans ni pour 20 ans. Hein. On en a l'intelligence artificielle, on en a pour je ne sais pas où est-ce qu'on ira de toute façon avec ça. Ah, la conduite autonome. Ben voilà, bon. Ben, disons, c'est toujours comme toujours. Disons, que dire? D'abord, moi, j'ai une petite opinion sur la conduite autonome, je vais vous la dire. C'est que les progrès principaux en conduite autonome n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. Mais rien. Et les progrès, c'est le GPS, c'est le fait qu'il y ait des Google Cars qui sont balayés partout, c'est une espèce de câblage. Donc, imaginez qu'on nous dise que, par exemple, que le fait qu'il y ait des trains qui puissent circuler automatiquement, ce qui paraît plausible, ce qui se fait déjà pour le coup, on nous dit, si on disait c'est l'intelligence artificielle, on dirait ben non, c'est juste qu'on a balisé et que voilà. Bon, mais là c'est pareil pour la conduite autonome. Je pense qu'elle va peut-être exister, mais elle va exister quand on va décider que tous les centres-villes ont que des voitures autonomes avec des balises électroniques partout. Voilà, pourquoi pas. S'il y a un obstacle qui passe devant la voiture, comment ça... Oui. Non, mais disons, il y a effectivement des algorithmes qui de conduite automatique qui marchent pas mal, puisqu'il n'y a pas eu tant d'accidents que ça. Et donc, il y a des prototypes qui roulent dans nos routes actuellement. Mais bon, voilà. Mais je ne sais pas quoi dire de plus. C'est-à-dire que il y a... comment vous apprenez les accidents? Voilà, c'est la question. C'est ça qui est absurde. Il y a une absurdité là disons, je ne veux pas dire que les humains soient bons pour ça, ils ne le sont pas plus. Mais disons, c'est pas un problème facile à régler en tant que système. Moi, je pense qu'on ne sait pas définir pour faire de l'intelligence. Pour l'instant, l'intelligence artificielle qui existe est une intelligence artificielle qui consiste à apprendre de plein de données. Voilà, c'est tout. C'est juste de l'apprentissage de plein de données. C'est de l'interpolation. Pour un mathématicien, si vous avez des points, vous avez beaucoup de points, vous interpolez entre eux. Bon, donc, après, dès qu'il s'agit vous n'allez jamais demander à l'intelligence artificielle, je ne sais pas, de retrouver les lois de Kepler ou de guider un satellite, je ne sais pas, disons, soyons clairs, je veux dire, il y a des cas où la chose paraît raisonnable, et là, c'est un cas qui, pour moi,
a l'air raisonnable a priori, mais pas du tout tant que ça, parce que justement, on a la définition de ce qu'on veut faire avec la conduite automatique. Elle vise des espèces d'extrêmes comme éviter les accidents, etc., qui, à mon avis, sont indéfinis. Et en fait, c'est ça, les gros arguments contre l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est le fait qu'on ne sait pas la définir. Donc, quand on sait, c'est pour ça que les grands progrès, comme par exemple, les gens, pourquoi il ne faut pas s'extasier du fait qu'on puisse faire gagner une machine aux échecs? Ben évidemment, le problème est parfaitement bien défini. Parfaitement simulable, donc c'est parfait. Le problème du débruitage, je vous ai montré, j'aurais dû moi-même, je m'en veux, de ne pas réaliser plus tôt qu'il devait rentrer dans ce cadre-là, puisqu'il est parfaitement défini, il est parfaitement simulable. Avec autant d'exemples qu'on veut. Mais bon, oui. Le problème de la conduite automatique n'est pas parfaitement défini, ni parfaitement simulable. Dans votre, dans votre exposé, on a l'impression, enfin, tout se présente comme étant donné sans dimension temporelle. Qu'en est-il lorsque le problème est que l'on reçoit un signal en fait, qu'on ne connaît pas et qu'on cherche à affiner la manière de le détecter au fil du temps? Ah oui, ben, il y a des algorithmes je connais déjà un algorithme magnifique pour le traitement de vidéos comme ça. Et j'espère, d'ailleurs, c'est une chose, comme on est assez embêté par des fabricants de caméras infrarouges, les caméras infrarouges, chacune est différente. Elles ont leur bruit qui change avec le temps, la température et tout. Et donc, mais on a vu qu'effectivement, les algorithmes de type réseau de neurones peuvent apprendre très très vite à partir de la vidéo bruitée elle-même. Ça, c'est une percée pour moi considérable. Donc on va voir, mais c'est encore un cas très particulier, hein, c'est pas généralisable, mais il se trouve que dans ce cas-là, on a une justification en plus mathématique pour comprendre pourquoi ça marche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des caméras intelligentes au sens qu'elles vont se accommoder littéralement, se restaurer elles-mêmes rapidement. Et là, on a un outil mathématique derrière. On a une justification mathématique, très simple de ça, oui. En gros, elle consiste à dire que... Bon, c'est très simple, c'est que comme dans la vidéo, chaque vidéo, il y a une causalité, donc vous pouvez essayer de prédire l'image suivante à partir de la présente, et c'est grâce à ça que vous pouvez apprendre très vite, même en présence de données bruitées. Alors l'algorithme s'appelle noise to noise. Noise, le chiffre 2, et puis noise. C'est un très joli article qui a montré ça. Noise to noise. J'ai deux interrogations. La première, compte tenu des couleurs et de la complexité d'une couleur, c'est comment on fait pour avoir un coefficient. Vous comparez deux couleurs, d'accord, mais enfin, vous voyez, entre le rouge, le rose, le violacé, bon, c'est pas des couleurs pures qu'on a. Et ma deuxième question, c'est que le traitement à un site informatique se fait par un algorithme, et donc ça demande un ordinateur derrière. Et cet ordinateur, est-ce qu'il est dans l'appareil photo? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le trait, pratiquement, c'est ça qui mon interrogation. Oui, chaque appareil photo maintenant contient l'équivalent d'un micro-ordinateur. Hein. Donc oui, bien sûr, les téléphones portables ont une grosse puissance de calcul déjà, et elle augmente sans cesse. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. En ce qui concerne la couleur, dans le codage des couleurs dans l'informatique, qui a été fixé il y a déjà longtemps, est vraiment bête. Il ne prend pas en compte des distances perceptuelles entre couleurs, ni quoi que ce soit. C'est juste, on a 3 canaux couleurs, rouge, vert, bleu, avec une échelle de valeur de 0 à 255, et voilà, et pointe à la ligne. Donc quand on restaure les couleurs, on les restaure comme un vecteur des trois valeurs ensemble. On le traite comme un vecteur dans l'espace euclidien, c'est tout. Il n'y a pas de... on n'utilise pas... Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire des distances entre couleurs. C'est une thématique, disons, liée à la perception visuelle. Deux couleurs peuvent effectivement avoir des valeurs assez différentes et se ressembler, et vice-versa, mais ce n'est pas pris en compte dans tous les algorithmes que j'ai vus. Encore une question ou... Oui, tout là-bas. J'arrive.
Oui, est-ce que vous pouvez parler un peu plus sur l'indexation d'images? Vous avez dit qu'il y avait un algorithme qui était fondé sur la diffusion de la chaleur, et les auteurs, etc. Et comment ça marche un peu? Oui, c'est la méthode SIFT. La méthode SIFT, elle simule. La méthode SIFT, c'est une des grandes inventions du traitement d'image qui a révolutionné le traitement d'image dans les années 2000, puisqu'avant les années 2000, on ne pouvait pas donner 2 images comme requête et savoir si elles contenaient les mêmes formes. Donc il y a eu d'un coup un saut spectaculaire par des principes qui étaient connus avant, mais que les gens n'avaient pas réalisé correctement, en fait. Et donc, il consiste, en fait, à calculer sur une image des sortes de clés locales qui sont uniques, au sens que c'est un peu comme si on extrait des petits mots de l'image. C'est des petites configurations locales qui sont uniquement reconnaissances, un peu comme la grande ours, la petite ours, si vous voulez, sauf que c'est automatique. Donc, dans une image donnée, cet algorithme va calculer une énorme quantité de ces clés. Et l'équation de la chaleur intervient parce qu'en fait, on simule aussi, comme l'image peut être prise d'un objet à plusieurs distances, on simule tous les zooms arrière de l'image, donc on simule ça dans un espace 3D. En fait, on transforme l'image en un bloc 3D, et dedans, on détecte des points qu'on appelle les key points, les points clés de l'image, et on leur associe une clé. Ces petites clés ne font que 256 octets, et donc chaque image en contient, en général, une image va en contenir de l'ordre de milliers, quoi, 1 ou 2 milliers. Et ensuite, ces clés peuvent être organisées dans un arbre, tout simplement, de recherche, ce qui fait que vous pouvez, comme ça, effectivement, retrouver, étant donné une nouvelle image, vous extrayez les clés, et puis vous faites une recherche très rapide, donc, dans un arbre qui peut contenir des milliards d'images, et vous repérez les images qui contiennent des clés semblables. Et après, il y a une phase de vérification, bien sûr. Voilà. Donc c'est un algorithme fascinant qu'on enseigne. Moi, je l'enseigne en cours parce que j'estime en maîtrise, parce que j'estime que les gens ont le droit de savoir comment on reconnaît une image. C'est incroyablement efficace. Merci. Question. Oui, vous utilisez le mot bruitage pour ce qui est image. Et le mot bruitage fait penser au son. Alors, à propos du traitement des sons, est-ce qu'il y a une analogie ? Le débruitage du son, oui, bien sûr, bien sûr, absolument. Il y a une analogie absolument directe. Le bruit de fond qui est ajouté à un son n'a pas les mêmes origines que pour les images, mais disons formellement, oui, débruiter. Un son est un problème du même type que débruiter une image, oui. Alors néanmoins, les principes que j'ai expliqués là s'appliquent beaucoup moins bien. C'est beaucoup plus difficile, à mon avis, de débruiter correctement un son que de débruiter une image. Notre sensibilité aux distorsions dès qu'on touche à un son est considérable. Donc il n'y a pas du tout le même niveau de sophistication. On appelle du le même niveau d'impression de succès sur le son, sauf pour les scratchs. Ah, les scratchs, c'est facile. Ça, les scratchs, on sait le faire. Enlever des scratchs dans un disque, oui. Mais un bruit, le psh, si vous voulez enlever un psh dans un son, c'est diabolique. Je n'ai pas vu d'algorithme qui ne transforme pas le bruit. On préfère le laisser à la limite parce qu'on a vraiment risque de colorer le bruit. Et à ce moment-là, on entend des espèces de sirènes. Voilà, on croit avoir débruité, on n'a pas du tout débruité. Pour les humains, en tout cas. Les humains sont hypersensibles à la moindre altération du son. Encore une question ? Oui. Finalement, une question qui rejoint la précédente. Souvent en sciences ou dans d'autres domaines, j'ai remarqué que des travaux dans certains domaines pouvaient avoir des répercussions pas forcément prévues dans d'autres. Donc, est-ce que c'est le cas de ce que vous avez présenté là, dans d'autres domaines, même pas forcément dans le traitement de signal, mais de manière plus générale, est-ce qu'il y aurait des répercussions de ce genre de travaux de débruitage dans d'autres domaines qui ont potentiellement rien à voir ? En fait, disons, je ne sais pas si des répercussions ou ce sont des développements parallèles, mais par exemple, ce que j'ai expliqué sur l'autosimilarité, etc., il y a maintenant beaucoup d'algorithmes d'analyse numérique qui décident
de faire de la réutilisation, même pour la simulation numérique de guérison d'irréversible partielle. Donc, l'idée, c'est que si on a simulé un jour une petite configuration qui est un tourbillon, on peut le garder comme exemple et le réutiliser. Donc, il y a donc cette idée de faire de l'apprentissage, même en simulation numérique, c'est beaucoup développé. Ça, c'est un exemple. Donc, mais sinon, je dirais que pour moi, disons, j'ai beaucoup travaillé sur le débruitage, mais en fait, mais au fond, je dirais que ce n'était pas mon but. C'est-à-dire, mon but, ça a toujours été plutôt de faire de l'intelligence des images. Mais ce que j'ai découvert néanmoins, ce faisant, c'est que vous ne pouvez définir l'information que vous extrayez d'une image et vous pouvez définir des algorithmes de détection dans les images que si vous maîtrisez parfaitement le bruit. Sinon, vous n'arriverez pas à définir quelle est l'information que vous pouvez extraire. Donc, en fait, l'analyse du débruitage conduit aussi aux algorithmes de détection. Donc, en fait, dans notre laboratoire, nous faisons beaucoup d'algorithmes de détection. Et en fait, quand on parle à des industriels, c'est la première chose qu'ils nous demandent, c'est de la détection. Par exemple, je sais pas, un imprimeur, il imprime des étiquettes, et il veut savoir si ces étiquettes ont des défauts. Voilà. Bon, ça paraît raisonnable, hein. Eh bien, on se ramène toujours, d'une manière ou d'une autre, à l'analyse du bruit pour faire ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on débruite les étiquettes et à partir de là, on voit si dans le bruit, il y a des défauts qui ne seraient pas du bruit. Moi, je ne vais pas m'étendre. Bonsoir, merci pour votre exposé. Il se trouve que je suis tombé il y a quelques jours sur une nouvelle comme quoi Google essayait d'humilier Apple avec les photos prises de nuit, en expliquant que le Pixel 3 arrivait à prendre des photos de nuit avec Night Sight et Apple non. Êtes-vous au courant de... Oui, enfin bon, là, le match c'est la fusion, disons. C'est-à-dire que... Est-ce que vous avez un avis d'expert sur si vous êtes... Oui, non, disons là, à vrai dire, il me semble que j'ai vu cette histoire, mais je n'ai pas regardé assez en détail pour répondre techniquement en détail. Mais je vois les articles là-dessus, si vous voulez. Donc, comment on fait pour faire une photo de nuit ou d'une manière... donc, maintenant, comme ça rejoint la question sur la puissance de calcul dans les appareils, quand vous prenez une photo avec un bon appareil, je ne vais pas dire de marque, eh bien, il faut voir que votre appareil est en train de capter une vidéo. Et au moment où vous appuyez sur le déclencheur, vous n'êtes pas en train de choisir le moment où votre photo est prise, puisqu'en réalité, appliquer sur le déclencheur veut dire que toutes les photos qui ont été prises dans la demi-seconde ou la seconde de ce moment-là vont être utilisées pour les fusionner. Donc, en fait, le principe de ça, c'est effectivement, c'est d'avoir beaucoup plus d'échantillons. Vous avez vu que si vous enlevez beaucoup plus de bruit, c'est plus d'échantillons. Donc, plus votre smartphone est smart, plus il a de puissance de calcul, mieux il a été programmé, et plus il va pouvoir donc utiliser de photons, littéralement. Et c'est ça qui se passe. Donc, dans ce petit match, je suppose que c'est ça dont il s'agit. Hein? Là, il était question de HDR ou de photos dans le noir? Pardon? Ben, l'HDR, c'est ça. Si l'HDR, disons, il y a plusieurs variantes de HDR. Vous pouvez simplement accumuler des images, ou alors vous pouvez prendre des images avec des temps d'exposition variables. C'est plutôt une question de gain de temps de calcul, parce qu'en fait, ce qui est le mieux, c'est encore d'avoir beaucoup d'images, puisque à ce moment-là, vous allez les refusionner et vous pouvez faire tous les HDR que vous voulez. Ouais. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Bien sûr, l'HDR, alors, pour ceux qui... vous savez tous ce que c'est que l'HDR? Bon, hein, c'est High Dynamic Range. Ça veut juste dire que vous augmentez artificiellement votre temps d'exposition, mais vous évitez... Alors, si vous augmentez artificiellement votre temps d'exposition, par exemple en accumulant beaucoup d'images, l'avantage, c'est que néanmoins, les temps d'exposition de chaque image sont courts. Donc, vous n'avez pas de saturation, parce que le problème, c'est que si vous augmentez le temps d'exposition, certaines parties des images peuvent devenir trop saturées, si les capteurs se remplissent d'électrons et après, ils ne donnent que du blanc. Et donc, par contre, si votre temps d'exposition est trop court, vous avez des images trop bruitées. Mais donc, si vous prenez beaucoup d'images bruitées, aucune d'entre elles n'est saturée, vous pouvez les refusionner par une image qui va avoir une grande profondeur. C'est-à-dire les noirs ne seront pas trop bruités et les blancs auront un joli contraste. C'est ça que les gens appellent l'HDR.
Et donc évidemment, ça demande justement une multi-image. C'est une technique multi-image qui demande que, en fait, donc la photographie moderne, de fait, est de la vidéo. Hein. C'est plus de la photo cliché. Bon, même, je vois qu'il est 6h30. On va peut-être arrêter là pour la discussion. Et merci encore Jean-Michel pour cette...